Tarbaise au XVIIIe siècle et notamment de l'augmentation de la population due, on l'a vu en grande partie, au recul de la mortalité, lui-même attribué en partie au moins à une meilleure alimentation, moins de disette, moins de famine et une alimentation peut-être plus équilibrée aussi. Notamment grâce aux haricots qui poussent avec le support des tiges de maïs. La pomme de terre n'a pas compté encore à cette époque-là pour les Hautes-Pyrénées. Il faut attendre la Révolution. Donc, on va passer très rapidement parce qu'on l'a vu là. Rappelez-vous que un peu avant le milieu du siècle, on construit un pont en pierre sur l'Adour. Étant donné que le pont Taulat, le pont en bois, pratiquement à chaque crue, il était détérioré, pour ne pas dire emporté, et qu'il fallait faire des réparations chaque année, des réparations très coûteuses. Donc, rappelez-vous que l'essentiel de l'embellissement de Tarbes à cette époque-là, ça a été la suppression des anciennes fortifications. D'une manière ou d'une autre, on arrive à combler les fossés, on arrive à supprimer les tours, les portes, qui sont très étroites pour la circulation, donc il y a un problème. Les journées marché surtout. Donc, on essaie, de manière imparfaite encore, à aérer la ville, à ouvrir des rues, ce genre de choses. Très moderne finalement. Donc, ici, je crois qu'on avait lu ça déjà, Tarbes se dote d'un nouvel hôtel de ville, l'hôtel de Beyri, qu'il a fallu acheter. Et alors, pour avoir de l'argent pour acheter l'hôtel de Beyri, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté les taxes du pont. Chaque fois qu'il va y avoir un problème à cette époque-là, un problème financier, on pense à augmenter les taxes sur le pont. Pour une ville de marché, ce n'est pas très recommandé de mettre un frein aux communications, aux apports des paysans le jour du marché, etc. Parce qu'il faut payer davantage le péage. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, à la Révolution, enfin en 1789, les cahiers de doléances des communes environnantes de Tarbes demandent la suppression du péage, bien sûr. Alors, je vous ai retrouvé quand même le fameux hôtel de Beyri. Vous voyez, c'est une belle construction qui me fait penser à certains hôtels qui existent encore à Tarbes, vous voyez, avec ce perron là, surélevé, là. Les arcatures des fenêtres, vous voyez. Le toit, cette espèce de partie là qui est une partie qui représente donc la réception, l'honneur, vous voyez ce que je veux dire là, et je m'exprime mal. Donc l'hôtel de Beyri, et on va le voir très souvent puisque, regardez, au moment où l'on construit le nouvel hôtel de ville dans les années 1905-1906, vous voyez, on a déjà construit une partie de l'hôtel de ville. Il y a une carte postale qui vous montre, juste à côté, l'ancien hôtel de ville. Qui a été démoli. Comment? Il a été démoli. Il a été démoli puisqu'à la place, qu'est-ce que vous avez à la place? Une rue qui n'existait pas. Vous avez à la place la poste, qui n'existait pas encore, mais qui va être construite juste après, là.
voyez, donc ça c'est une carte postale particulièrement intéressante, d'autant plus que, vous voyez, la carte postale c'est pour la statue de Danton, évidemment. Hein. Ça... C'était 1906, si on voit le timbre. Oui, oui, oui. Donc ça y était encore en 1906. Mais c'est-à-dire que les édiles Tarbé, les consuls Tarbé, oui. Enfin, non, pardon, les édiles Tarbé, qui n'étaient plus des consuls à l'époque, ils ont attendu de s'installer dans le nouvel hôtel de ville avant de démolir l'ancien, bien sûr. Hein. C'est pour ça qu'on a saisi, là, c'est extraordinaire, ce moment qui a duré quelques mois, sans doute, pas plus. Hein. Et n'oubliez pas alors qu'on y reviendra. Hein, on y reviendra par la suite quand on étudiera le 19e siècle, mais on a agrandi la place aussi. Hein, et notamment, on a démoli le château comtal, qui débordait largement sur la place actuelle. Hein. Donc, tout est à revoir dans notre schéma de la place de la mairie à cette époque-là. Hein. Donc cet hôtel de mairie coûte cher, on augmente les taxes, bien sûr. Alors ici on avait vu à l'époque le séminaire est en fonction, il a été construit fin 17e et il entre en fonction au début du 18e si vous voulez, dans les nouveaux bâtiments à Tarbes. Il existe toujours. Non, vous ne le connaissez pas. Non, non, c'est une dépendance du conseil général, du conseil départemental, juste en face du conseil départemental. Ça avait été utilisé par l'armée, non? Oui, oui, oui. C'était effectivement l'armée qui occupait les lieux autrefois. Alors, j'y suis jamais rentré depuis, mais il y a eu de gros travaux de restauration, d'aménagement, etc. Le conseil général de l'époque n'a pas lésiné. Conseil départemental actuellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est le palais épiscopal avec cette belle grille bien mise en lumière là parce qu'elle a été repeinte. Hein. Et là aussi, il y a eu beaucoup de nouveautés. En tous les cas, s'il y a une journée du patrimoine où vous pouvez visiter la préfecture, allez-y. Parce que moi j'ai pris ces photos lors d'une visite comme ça. Hein. Alors il y a notamment un salon qui est classé monument historique. Alors c'est un peu du style rococo, hein, avec beaucoup, c'est très chargé. Mais le salon est intact, il n'a pas été changé depuis la fin du XVIIe ou le début du XVIIIe siècle. Hein. Alors il y a de belles choses à voir, c'est à voir quand même, à l'occasion. Hein. Bon, ensuite vous avez l'action du clergé. Et l'action du clergé, ça va être donc d'embellir tant que c'est possible, hein, les églises. Et notamment à Saint-Jean, vous avez donc le rétable qui est construit à cette époque-là. Ces rétables baroques, hein, bien sûr. Hein. Le rétable couvre tout le chevet de l'église, laquelle n'a pas d'abside. Oui, c'est un chevet plat. Je vais vous la montrer ensuite, ou je le fais tout de suite peut-être. Ce sera mieux. Voilà. Donc l'église Saint-Jean a un chevet plat au fond, hein, et des vitraux. Vous voyez, et je vous montre quand même le rétable. Vous voyez, les colonnes torsadées sont vraiment typiques de cette époque baroque-là, hein, avec les pampres de vigne qui entourent la colonne.
Pardon. Je voulais aller en arrière. Donc, on va reprendre là. Donc, je vais plat. Il consiste, le rétable, il consiste essentiellement en un cadre central en bois sculpté, correspondant au maître-autel et se développant ensuite de chaque côté au-dessus des deux portes. Bon, celle de la sacristie, elle est à droite, et une autre qui lui correspond au nord. Et au-dessus des deux autels latéraux qui occupent les extrémités nord et sud de l'église en sa largeur. Ces cadres ou panneaux qui sont au-dessus des trois autels sont délimités, encadrés par des colonnes torses en bois. Le panneau central est encadré de deux colonnes torses de chaque côté. Les panneaux qui sont sur les portes n'ont pas d'encadrement. Les deux autels latéraux ont une colonne torse de chaque côté. L'ensemble du rétable, panneaux et colonnes est recouvert d'une peinture. Alors, on va voir la suite. Grise uniforme. La peinture, je ne pense pas que ce soit tout à fait la même maintenant. Mais les colonnes sont décorées de motifs en relief et dorés. Angelot, typique évidemment, hein, feuilles de vigne, grappes de raisin. Hein. Et cette histoire est vue d'une paroisse de Tarbes-Saint-Jean. C'est l'ouvrage qui circule là quelque part. Faites-le circuler en tous les cas. Donc voilà le rétable. Hein. À mon sens, ce n'est pas le plus beau de Tarbes, mais enfin. Là aussi, si au cours d'une journée du patrimoine, vous avez l'occasion d'aller visiter la chapelle de l'hôpital de l'Aiguerotte, n'y manquez pas. C'est un petit bijou. Hein. Bon, à la cathédrale maintenant, eh bien, ce qu'on va mettre, et qui a suscité quand même quelques critiques parfois, c'est ce baldaquin que vous aviez mieux ici. Alors, les colonnes sont en marbre, soit de Campan, soit de Saran-Colin, vous voyez. Il y a du bronze doré, enfin, il y a des soubassements en marbre également. Donc, c'est très beau, d'une certaine manière, c'est un peu pompeux, évidemment. Que dire d'autre? Ça a été imité. Par exemple, à l'église de Bénac, vous avez un baldaquin aussi. Hein. Mais dans d'autres petites églises, moins importantes, ça a été imité parfois. Hein. J'ai plus les noms en tête, mais enfin... Donc ici, vous avez la chapelle de l'Aiguerotte, qui, un peu comme le séminaire, a été commencé à la fin du XVIIe siècle, terminé donc un peu plus tard. Et je vous rappelle, c'est l'hôpital des pauvres enfermés. Uniquement, hein. Ces pauvres enfermés à qui on essayait de donner du travail. Il y a eu une petite activité textile, mais rien de bien important. Hein. Et on ne savait pas quoi en faire, quoi, finalement. Alors on y reviendra après, mais il y avait un deuxième hôpital à Tarbes à cette époque-là, l'hôpital des malades. Et l'hôpital des malades, c'était Saint-Blaise. Donc vous avez actuellement une petite place Saint-Blaise, et ça se trouvait par là, quoi. Ça a changé. Alors, on passe maintenant au troisième point, c'est-à-dire le développement des services. Première chose qui va intéresser les consuls de l'époque, les édiles tarbais, c'est la propreté des rues. Et ça, c'est un gros problème.
Pourquoi? Eh bien parce que c'est avant tout, Tarbes, une ville agricole encore. Hein. Et quand vous avez les troupeaux qui passent à travers les rues, notamment les jours de marché, hein, vous avez donc des vestiges du passage qui restent. Et par conséquent, c'est difficile. C'est difficile. Et il faut attendre 1782 pour avoir une sorte de charte des obligations des habitants. Et depuis cette époque-là, c'est marqué noir sur blanc, les propriétaires de maisons à Tarbes sont tenus de balayer le devant de porte jusqu'à la rue, voyez, et de laver, et même l'été d'arroser. Il faut dire que l'été, avant qu'il y ait des rues pavées, ça, l'été, il y a une poussière, quand il fait un peu chaud pendant quelques jours, là, il y a une poussière insupportable, bien sûr. Hein. Et alors, surtout, les édiles tarbais font la chasse au fumier. Interdit de faire du fumier dans la ville. Ce qui est difficile aussi à éviter, parce que vous avez de multiples jardins quand même. Hein. Et n'oubliez pas que vous allez avoir des chevaux un peu partout. Et on se déplace à cheval à l'époque. Donc, avant l'arrivée de l'automobile, c'est-à-dire dans les premières années du XXe siècle, en 1905, j'avais relevé sur le registre où c'est enregistré, ça faisait partie du registre des patentes. Vous avez entendu parler des patentes, un impôt donc qui pesait sur les activités plutôt. Et là, les automobiles y étaient marqués à côté des billards, qui étaient soumis à un impôt aussi. Voyez, et là, à Tarbes, en 1905, je parle de mémoire là, et je ne sais plus très bien, mais il y avait une vingtaine d'automobiles répertoriées. C'était déjà beaucoup, hein, pour l'époque. Bon. Alors, que faisait-on des déchets? Bien sûr, à l'époque, le plus simple, quand il y avait des rigoles ou des canaux, on balançait tout dans les rigoles. Seulement, ça s'accumule, ça se bouche, ça, enfin bon, j'ai pas besoin d'en rajouter là. Hein. Et comme au Moyen-Âge, si vous voulez, ou comme aux époques précédentes, on jetait souvent les eaux usées dans la rue comme ça. Hein. Donc, le conseil municipal, le conseil du moins des édiles tarbais, recommande de creuser des puisards, voyez, ce qu'ils appellent des fosses latrines. Fosses, F-O, hein. Donc des fosses latrines, dessinées aux latrines. Hein. Et de faire appel à des vidangeurs, une profession qui, sans doute, s'est développée à cette époque-là, ou à peu près. Hein. Mais ça ne se passe pas si bien que ça, la propreté des rues, c'est très difficile. Hein. Alors, pour les bouses des troupeaux, là, il va y avoir... Au XIXe siècle, même au début du XIXe, il va y avoir une adjudication des déchets des rues. On va faire une adjudication pour un entrepreneur qui va se charger de ramasser tout ça et d'en faire du compost, du fumier, enfin bon, voilà. Mais c'est pas sûr que ça existe, du moins j'ai pas trouvé la preuve, hein, et c'est pas sûr que ça existe à la fin 18e encore, hein, ça.
Donc, grande préoccupation des consuls, hein, la propreté des rues. Et ils ne sont pas au bout de leur peine. Hein. Deuxième préoccupation, les cimetières. Et notamment le cimetière de la paroisse Saint-Jean. Est-ce que vous vous rappelez peut-être certains qu'à une époque, le marché se tenait place Saint-Jean et qu'on avait une plainte du clergé notamment parce que les jours de marché, les troupeaux vagabondaient dans le cimetière. Le cimetière était autour de l'église. Hein. Ils vagabondaient dans le cimetière. Ils rentraient dans l'église, ils buvaient l'eau bénite. Alors vous voyez, à une époque, on avait décidé de mettre le marché à Verdun, quoi, au Maubourguet. Mais il y a eu des allers-retours, là. Hein. Alors le gros problème à l'époque, c'est que on va décider vers la fin du XVIIIe siècle, 1776, de transférer le cimetière. Et alors, ça déplaît souverainement aux vieux Tarbais. On transfère le cimetière dans un terrain très au nord de l'église, bien sûr, puisque vous voyez le cimetière Saint-Jean où il est. Il a été agrandi depuis maintes fois, mais... Bon, alors ça ne va pas être sans opposition et par conséquent, ils vont réussir quand même à transférer le cimetière à la fin du siècle, quoi. Et ça va être la même chose à la cathédrale, mais ça s'est passé peut-être mieux à la cathédrale parce que le cimetière était toujours autour de l'église, hein, quoi qu'il en soit. Si les deux sont séparés actuellement, c'est que l'un ou l'autre a bougé. Vous voyez, s'ils ne sont plus à côté l'un de l'autre, c'est qu'ils ont bougé. Et à la cathédrale, il était le cimetière à l'emplacement du cloître, enfin, tout autour de la cathédrale, hein, le plus près possible du chœur. Hein. Bien sûr. Au XVIIIe siècle, d'ailleurs, on a interdit d'inhumer les particuliers dans les églises. Hein. Mais bon, ça aussi, ça se faisait ou ça ne se faisait pas. Bon, donc, pardon, on transfère le cimetière de la Cède du tour de la cathédrale, on l'expédie au cimetière de l'église Saint-Martin, qui était le cimetière des morts de l'hôpital. Donc c'était déjà un cimetière. Peut-être que ça a moins choqué les gens parce qu'on les mettait quand même dans un cimetière consacré déjà. Et donc on a supprimé les dernières tombes et on a tout transféré au cimetière de l'église Saint-Martin qui était le cimetière donc actuel, le cimetière de la Cède actuelle. Il a fallu d'ailleurs, au début, notamment pour Saint-Jean, hein, les forces de l'ordre pour inhumer les morts au cimetière nord, là-bas. Hein. Alors les forces de l'ordre, à l'époque, il y a quelques gendarmes et il y a surtout les valets de ville qui servent donc de policiers, si vous voulez, de gardes champêtres, en quelque sorte. Si on parle de l'hygiène, donc de la santé, donc des médecins, eh bien, il semble que le nombre de médecins s'est accru à cette époque-là et qu'on trouve à Tarbes 5 médecins à partir du milieu du siècle. Ce n'est pas trop bien défini parce qu'on n'a pas de recensement. Alors, si le médecin est propriétaire de quelque chose, il figure sur les cadastres. Mais s'il n'est pas propriétaire, c'est plus difficile d'avoir, hein, au niveau des archives.
Autre problème de santé, les hôpitaux, dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons donc 2 hôpitaux à Tarbes, la Clôture, les pauvres enfermés, et Saint-Blaise, les malades. Or, cet hôpital Saint-Blaise, il va pas bien du tout parce que il est toujours à court d'argent, on manque de financement, il a toutes les peines du monde à subsister, à tel point que l'évêque décide, il demande à la municipalité de fermer Saint-Blaise et de tout regrouper à l'Aiguerotte. Donc à l'Aiguerotte, qui avait quand même des locaux tout neufs et disponibles, parce que les pauvres enfermés, ils étaient relativement peu nombreux pour les locaux, en tous les cas. Donc, on a mis les malades à l'Aiguerotte avant la fin du siècle, là. Et à partir de 1772, les filles de la Charité assurent le service à l'hôpital, le service des malades à l'hôpital. Donc il y a eu des sœurs en tant que garde-malade, infirmière. Ça a duré longtemps. Oui. Hospitalisé là. Ça a duré longtemps. Alors voilà pour l'hygiène. On va parler de la police maintenant. La police, c'est d'abord l'approvisionnement, c'est-à-dire la sûreté des appréhensions. Alors ça consiste bien sûr à surveiller le marché, bien évidemment, à faire payer les taxes aux différents exposants. Et ensuite, mais ça c'est pas nouveau, ça existait déjà au XVIIe siècle, il faut régulièrement visiter les viandes dans les boucheries pour éviter que les bouchers vendent de la viande pourrie ou à moitié. Donc, visiter les viandes, vous savez qu'il y a un service vétérinaire qui s'occupe de ça quand même maintenant encore. Je ne sais pas du tout dans quelles conditions, mais enfin bon. Et on surveille aussi beaucoup là ce qui se passe chez les boulangers, parce que le pain c'est l'aliment de base, donc on surveille la farine, donc ils sont étroitement contrôlés, de même que les aubergistes et les cabaretiers, où là on est obligé de se servir de mesures estampillées de la ville de Tarbes. On ne peut pas vendre un gobelet de vin s'il n'a pas été contrôlé par les édiles tarbais. Et les barriques, c'est la même chose. On surveille assez étroitement donc les aubergistes et les cabaretiers. Bon, voilà pour cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est qu'avec l'augmentation de la population et la baisse de la mortalité infantile, il y a de plus en plus une population jeune. Donc, qui dit jeune, comme toujours, à toutes les époques, ça veut dire plus difficile à contrôler. Hein ? Ce qu'on appelle une population flottante, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas trop s'ils restent là ou s'ils s'en vont, enfin bon. Alors on essaie d'appliquer une série d'interdictions qui vont être prises. Par exemple, interdiction aux collégiens de lancer des boules de neige.
c'est pas le plus grave, et ça, c'est le plus anecdotique. On leur interdit toujours dans les cours d'école. Et alors, interdiction de loger des vagabonds ou des filles suspectes. La moralité dépend des propriétaires. Hein. Obligation à tous les propriétaires de maisons de fermer leurs portes à 10 heures. Parce que ce que l'on craint avant tout, ce sont les tapages nocturnes et tout ce qui s'ensuit. Il y a une jeunesse donc noctambule particulièrement bruyante, surtout s'ils peuvent réveiller les gens par là, et agressive même. Hein. Donc, ils blâment, les consuls blâment ces jeunes qui courent les rues à des heures indues. Et on va même jusqu'à tirer des coups de feu dans les rues en pleine nuit. Pour faire le vide. Non, pour faire du bruit, sans doute, et pas plus, mais enfin... Alors, on effectue des rondes nocturnes, la police effectue des rondes nocturnes, mais au départ, ce sont simplement les valets de ville qui font office de policiers. Et puis, à compter de 1770, on recrute quand même des professionnels du maintien de l'ordre. On recrute de véritables policiers. Oh, ça commence modestement. Hein, une brigade de 4 hommes de la maréchaussée qui s'installe à Tarbes. Et entre parenthèses, vous savez que pendant longtemps, l'ancienne gendarmerie se trouvait au Marcadieu. Le Marcadieu, lieu du marché, lieu suspect. De là sont partis bien des échauffourées ou des insurrections même. Hein. Heureusement, à partir de 1786, on remplace les vieilles lanternes par de nouveaux éclairages. On y voit comme en plein jour, disent-ils. Donc ça change beaucoup de choses. Hein. Bon, alors, la lutte contre les incendies maintenant. La lutte contre les incendies, elle est absolument nécessaire. Parce qu'il y a des murs qui sont souvent en bois et les toits en chaume. Ce n'est pas le cas de toutes les maisons, parce que dans la fouille qui avait été faite place de Verdun avant l'installation du parking souterrain, on a vu qu'il y avait quand même quelques belles maisons au milieu, avec des murs en pierre, mais ce n'est pas le cas de toutes, loin de là. Hein. La plupart des maisons de tarbaises sont en bois, couvertes de chaume, et dès qu'un incendie éclate, vous voyez, il y a de gros problèmes. Hein. Alors, il en éclate un justement en 1778, où c'est toute la papeterie de la Sarre qui est brûlée, et où les deux des employés, enfin le fils du propriétaire et un employé, trouvent la mort dans l'incendie. Et puis, vous avez surtout l'incendie de la rue Sainte-Catherine, qu'on a appelé pendant longtemps la rue brûlée, parce qu'il y avait
une vingtaine de maisons détruites quand même là. Hein. Le feu est très difficile à arrêter. Alors qu'est-ce qu'on fait pour arrêter le feu? Eh bien, sonnerie de cloche de toutes les églises, d'abord. Et les artisans munis de leurs outils sont obligés, enfin, ils ont l'obligation de se rendre sur le lieu de l'incendie et d'essayer de lutter contre l'incendie. Sont concernés tous les métiers du bâtiment, les maçons, les charpentiers, les couvreurs, vous voyez, et avant tout. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Eh bien, on ouvre les écluses des rigoles et des canaux qui restent, qu'on ait au moins de l'eau à proximité. Mais évidemment, ça ne suffit pas toujours, et tout ça. Et à la fin vers la fin du siècle, là, les édiles tarbais essaient d'obliger les gens à couvrir leur toit en ardoise ou en tuile et pas en chaume. Ce serait déjà pas si mal, vous voyez, pour éviter les incendies. Et puis à la fin du siècle, mais à Tarbes notamment, c'est souvent comme ça. Exemple, le projet des archives municipales, des archives départementales, il y a 30 ans qu'on en parle. On les inaugure ces jours-ci, demain même. Donc là c'est pareil, on parle d'acheter des pompes à incendie, mais c'est pas fait encore. Hein. Parlons maintenant du service postal. Alors le service postal va être embryonnaire. Hein. Quand on a des commissions à faire, on envoie un cavalier, là, à Toulouse, par exemple, hein, quand il faut aller au Parlement ou ailleurs. Hein. Dès 1680, quand même, il existait un messager entre Toulouse et Tarbes. C'est-à-dire que chaque semaine, on savait, peut-être pas quel jour ni à quelle heure, mais on savait qu'il y avait un départ pour Tarbes ou un départ pour Toulouse à Tarbes. Hein. Vous voyez? Donc il y avait un endroit où on entreposait ce qu'on avait à envoyer. En 1704, un voiturier de Tarbes, qui s'appelait Bertrand d'Astugue, qui était marchand voiturier, passe un acte devant un notaire et il s'oblige à prendre le courrier pour Pau le dimanche et le jeudi, donc 2 fois par semaine. Et à Pau, il y a déjà une poste qui fonctionne dans la direction de toute la France, quoi. En 1779, un autre progrès, c'est qu'on va établir entre les bureaux de poste de Tarbes et de Bagnères une correspondance immédiate et directe. Voilà comment il disait. Et comme ça, un peu avant la Révolution, eh bien, le conseil municipal attribuait une gratification, c'est comme ça qu'on l'appelait, une gratification à la personne au distributeur de lettres, au facteur. Vous voyez, c'est embryonnaire encore. Hein. Le courrier n'est pas très sûr, mais l'est-il maintenant? Je ne sais pas. Si on passe maintenant à l'enseignement. Alors, on a quelque chose qui marche très bien, c'est le collège de Tarbes. Le collège de Tarbes qui est dirigé
par des moines qu'on appelle les doctrinaires. Ce sont des enseignants, hein. Alors que tout autour de nous, à Auch par exemple ou à Pau, ce sont les jésuites qui ont pris en charge l'enseignement. À Tarbes, c'est cette congrégation des doctrinaires. Et ça marche très bien. Vers le milieu du siècle, le collège de Tarbes aurait atteint, et pour l'époque c'est considérable quand même, 500 à 600 élèves. Il faut dire qu'il recrute notamment beaucoup à l'est, la Vallée d'Or, le Nébouzan, le Comminges, vous voyez. Donc il a une bonne réputation et il recrute assez loin. Et puis, il est quand même ouvert aux nouveautés, puisqu'en 1784, pour la première fois, on crée au Collège de Tarbes une chaire de mathématiques. Rendez-vous compte. Jusque-là, il n'y avait d'enseignement que les classiques. Par contre, si l'enseignement secondaire va bien avec le collège, entre parenthèses, il n'est pas question d'enseignement des jeunes filles à ce niveau-là. Hein. L'enseignement primaire est, par contre, beaucoup moins intéressant à l'époque. Hein. Il ne connaît pas du tout le même éclat que le collège. Hein. Alors on le connaît un peu parce qu'il y a une enquête de l'évêque auprès des curés de son diocèse. Là, c'est l'enquête épiscopale de 1783. Et dans les questions qu'il pose, c'est un questionnaire imprimé. Il y a le nombre d'élèves auxquels on enseigne dans la paroisse. Hein. Et il y a des questions telles que les filles sont-elles séparées des garçons? C'est l'époque où, ici, vous auriez eu une cloison au milieu, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Hein. C'était comme ça, pendant longtemps. Hein. Et alors, à la Cède, hein, à la paroisse de la Cède, on n'a pas le résultat pour Saint-Jean. Hein. À la paroisse de la Cède, il y a 1141 personnes adultes et vous avez 97 enfants qui fréquentent l'école qu'on va appeler primaire. Alors attention, parce que dans ces 97 enfants, il y a les enfants qui apprennent à lire seulement, ceux qui apprennent à lire et écrire, et ceux qui apprennent à lire et écrire et les rudiments d'arithmétique. Voilà, il y a 3 catégories. Hein. Les filles, de toute façon, quand il y en a, hein, elles apprennent à lire seulement. Il s'agissait de lire le catéchisme, et puis c'est tout. Pendant très longtemps, au début du XIXe siècle, c'était ça. Hein. Alors, je dois dire que la proportion, elle est faible quand même, hein, pour le nombre d'enfants tarbais, là, c'est de l'ordre de 8%, c'est-à-dire que c'est le plus bas de ce qu'on appellerait de nos jours l'agglomération tarbaise. Toutes les autres communes, à l'exception d'Odos et de la Loubert, qui sont au même niveau, toutes les autres communes autour ont une proportion plus élevée d'enfants à l'école. Ça dépendait beaucoup du curé, l'enseignement, là, parce que c'est lui qui faisait l'enseignement souvent. Ou alors un vicaire. Ça coûtait moins cher que de rétribuer, évidemment, un maître d'école.
Parce que la difficulté de recruter les maîtres d'école, c'est que on les paye très mal. Ils sont pas non plus très, très nombreux sur le marché, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Mais en plus, on a du mal à les payer. Et par conséquent, à Tarbes, on a des exemples de gens qui sont payés, le maître 100 livres, la maîtresse 50 livres, voyez, mais ça ne leur suffit pas pour vivre. Et par conséquent, ils font payer à chaque élève une rétribution scolaire. Faible, certes, mais ça élimine évidemment tous les plus pauvres. Hein. Bien sûr, ils n'ont pas de l'argent en plus à dépenser comme ça. Le couple d'ailleurs, là dont je vous parle, est venu de Bayonne. Hein. Vous voyez, c'est pas tout près pour enseigner à Tarbes. Hein. Alors, le tarif, c'est 10 sols par mois pour ceux qui veulent apprendre à lire seulement, le double pour ceux qui veulent apprendre à lire et écrire, et 30 sols pour ceux qui veulent y rajouter l'arithmétique. Alors, évidemment, c'est un peu difficile à concevoir qu'on apprenne, par exemple, à lire seulement, parce que on nous a toujours habitués à l'apprentissage de la lecture en même temps que de l'écriture, pratiquement. Hein. Et à la CED, c'était pire que tout ça, puisque finalement, en 1783, il y a 4 instituteurs, aucun n'est rétribué par la communauté, par la commune, si vous voulez, et ils sont tous rétribués par l'apport des parents d'élèves, quoi. Ça correspond à quoi, là, ce que vous venez d'évoquer en termes de rétribution des sols d'un sol Pardon, je n'ai pas entendu. Ça correspond à quoi, finalement, pour une classe, par exemple, pour un maître ou un instituteur? Oh, ça c'est très difficile à savoir. C'est minime quand même. Hein. Ce serait, je ne sais pas moi, quelques euros. Ils sont logés, en fait, ils sont... Non. Et au contraire, on fait l'école chez eux. Il n'y a pas de salle de classe non plus. Hein. Bon. Donc, vous voyez que l'enseignement primaire, ce n'est pas du tout comme l'enseignement secondaire. Hein. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, pour essayer d'obtenir des recettes supplémentaires, là, on a 2 solutions. L'augmentation du péage du pont, toujours pareil, et l'augmentation des octrois. Alors, l'octroi, vous savez qu'à l'entrée de Tarbes, comme dans les grandes villes, hein, il y a toujours une espèce de barrière douanière et il faut payer des taxes sur ce qu'on apporte, par exemple, au marché. Alors, ils veulent augmenter l'octroi, ils veulent augmenter le péage du pont et rien de cela ne convient à une ville qui vit beaucoup du marché et des foires. Vous voyez? Donc ça, c'est le gros problème. Alors, on fait un peu la synthèse de ce qu'on a dit. Donc, vous voyez, d'abord, pour la propreté, le devant de porte, le fumier, les fosses latrines. Et puis, la grande affaire, c'est le transfert des cimetières, le renforcement du nombre de médecins, et puis la fermeture de l'hôpital Saint-Blaise, et évidemment, les malades transférés à l'hôpital de la Clôture. Donc la police surveille l'approvisionnement
notamment les viandes, la boulangerie, les aubergistes et les cabaretiers. Le problème essentiel pour la police, c'est la population flottante, notamment de jeunes, ce qu'on a dit, le tapage nocturne. Et puis en 1770, donc, l'arrivée de véritables policiers. Et puis, le problème de la nuit est en partie résolu, en partie simplement, hein, parce que y a de puissantes lanternes, c'est le terme qu'ils emploient, la nuit. Hein. Remarquez, un peu plus tard, dès qu'il y aura des casernes à Tarbes, c'est une parenthèse que je fais là, hein, et dès qu'il y aura des casernes à Tarbes, les jeunes délinquants, ou à moitié délinquants, qui sèment qui font ce tapage nocturne, seront remplacés par les militaires. Ce ne sera pas mieux. Donc la lutte contre les incendies, ce qu'on a vu, c'est que les incendies dépendent de la qualité des matériaux des maisons, et le bois et les toits de chaume, évidemment, sont facilement pris dans des incendies. Hein. Ah, j'ai pas mis une vingtaine de maisons, tiens, j'ai oublié. Alors on essaie de prévenir, et les charpentiers notamment sont les pompiers de l'époque, hein, parce qu'ils possèdent les échelles pour monter sur les toits par exemple, hein, et que ça commence souvent par la toiture, les incendies. Et puis le reste, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, remplacer les toits de chaume et acheter une pompe non plus. Hein. Il faut avoir l'argent. Le service postal, eh bien, il est complètement embryonnaire, hein, on peut dire. Hein. C'est encore peu de choses. Hein. Et puis l'enseignement, qu'on vient de voir, hein, l'enseignement secondaire, donc un collège de Tarbes qui est très réputé, et donc il y a peut-être 600 à 700 élèves, pour autant qu'on a pu le déduire, hein, vers 1750. Et je n'ai pas parlé évidemment des filles de la haute bourgeoisie ou de la noblesse qui vont rejoindre les couvents des Ursulines à Tarbes, ça existe encore, hein, des Clarisses à Castelnau, vous voyez, et là, ça existe encore quand même. Hein. S'il vous plaît. Oui. Quelle est la population socialement de ces différentes strates au niveau de l'école primaire d'abord et des secondaires? Alors, vous avez répondu en partie pour les filles, mais les familles qui ont beaucoup d'argent fréquentent ces établissements ou oui. Tout de même? Oui. Y compris pour le primaire? Ah oui, mais il peut y avoir des maîtres privés aussi, hein, bien sûr, bien sûr. Les gens qui ont les moyens. Il n'y a pas de raison qu'ils mélangent leurs enfants avec le peuple. Oui. Donc, je n'ai pas parlé, donc pour les filles, il y a encore cette possibilité, mais c'est pareil, hein, on leur apprend simplement à lire, normalement. Hein. Exceptionnellement, peut-être à écrire, mais ça reste à prouver. Donc, alors, ensuite, on va juste aborder l'évolution des fonctions urbaines.
Et alors Tarbes n'a jamais été à cette époque-là une ville industrielle. Pourtant, il avait un atout, mais qui n'a pas été bien exploité. Cet atout, c'était la force hydraulique, les moulins. Il faudra attendre plusieurs années, vous voyez, avant qu'un ingénieur s'occupe vraiment du problème de l'eau. On en reparlera à l'occasion. Et c'est là que lui fera, dans les années 1830 par exemple, l'aménagement du lac Bleu. C'est-à-dire que le gros problème de la force hydraulique, c'est qu'elle est irrégulière. Vous avez beaucoup d'eau au moment de la fonte des neiges, par exemple, et vous avez des étiages très bas en été ou parfois en hiver. Donc il faudrait, pour réguler cette eau, il faut construire des barrages, il n'y a pas d'autre solution. Et l'ingénieur en question, là, mais on y reviendra, je vous l'ai dit, parce qu'il est important. Cet ingénieur en question va promouvoir l'aménagement du lac Bleu pour donc l'Adour. Pardon? Oh, dans les années 1830 par là. C'est pas tellement plus tard, mais c'est plus tard quand même. Alors, pour ce qui nous concerne là, la faiblesse des implantations industrielles, il y a d'abord une petite verrerie qui s'installe très tard, en 1787, à la veille de la Révolution, vous voyez. C'est un nommé Joseph Pousse qui implante cette verrerie. Et le seul souvenir qu'on en ait, c'est que vous avez encore à Tarbes une rue de la Verrerie. Pas très loin de la Courteboule. Pratiquement à côté de la Courteboule. Là, hein. Elle n'est pas longue, mais elle existe. Alors, la seule activité industrielle notable, c'est les papeteries. Les papeteries parce que vous avez une activité notable à Sousse depuis longtemps et hors Bigorre, mais enfin à Sarancolin, en Vallée d'Or. D'ailleurs, nous reparlerons d'un homme qui est quand même bien connu des historiens du département, c'est celui qu'on appelle Abadi de Sarancolin, qui était d'une famille de papetiers comme ça, et qui a écrit donc un ouvrage qui est sans doute encore disponible à l'association Guillaume Morin, et avec la sommaire description des pays et du pays de Bigorre de Guillaume Morin, ces deux ouvrages sont indispensables pour les historiens, bien sûr, mais l'un c'est XVIe siècle, au début du XVIe siècle, et l'autre c'est milieu XIXe. Et puis vous avez la Boulinière, donc, que je vous ai montré la dernière fois, le secrétaire général de la préfecture, qui écrit donc son ouvrage au tout début du XIXe siècle. 1807, il a publié, et il a ceci de particulier, qu'il avait une envergure beaucoup plus importante. Il avait un projet d'écrire donc une espèce d'encyclopédie des départements sur le modèle de ce qu'il avait fait dans les Hautes-Pyrénées. Et ce modèle dans les Hautes-Pyrénées, il avait envoyé au ministre afin que celui-ci puisse développer ce projet. On ne sait pas ce qu'il est advenu. En tous les cas, il a échoué finalement. Donc, pour en revenir à nos papeteries, on finira par ça.
vous avez l'installation de papier qui s'est faite à Tarbes assez tôt, en 1732. Et c'est un papetier de Sousse qui crée la première papeterie, donc il s'appelle Pierre Monnier. Et on sait que au meilleur de son activité, la papeterie employait 12 ouvriers. Alors vous voyez, ce n'est pas des centaines, hein, mais 12 ouvriers, quand on a simplement des petits artisans, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, cette papeterie tourne bien puisque en 1781, elle fournit plus du 5e du papier du département, entre guillemets, de Bayonne. Donc c'est déjà un signe de réussite quand même. Hein. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.